disparition de Maëlys. « 21h, 22h, tout est politique. Jean-François Aquili. Bonsoir et bienvenue dans Tout est politique. Vous le savez, tous les soirs de 21h à 22h sur France Info, à la radio et sur le canal 27 de la TNT. Emmanuel Macron à l'épreuve des ordonnances. On en parle ce soir avec Sébastien Guerini, député La République En Marche de Paris, l'un des nouveaux visages de la vie politique. Bonsoir et bienvenue à vous, Sébastien Guerini, Stanislas Guerini. Vous réagirez aux ordonnances et à l'interview du chef de l'État dans Le Point. Pour la deuxième partie de Tout est politique, notre visiteur du soir, ce soir, c'est Jérôme Fourquet, directeur d'études opinion publique à l'IFOP. Bonsoir Jérôme, bienvenue. Bonsoir. Et notre parti pris ce soir, nous donnons la parole à un élu local plutôt inquiet, je ne sais pas si vous avez l'air inquiet, de la disparition progressive des contrats aidés. Ce sera à vous, Jean-Pierre Muller. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire socialiste de Magny-en-Vexin dans le Val-d'Oise. Soyez le bienvenu. Nous pourrons échanger avec Stanislas Guerini, notre invité. Tout est politique. C'est d'abord l'édito de Yael Gauze. Alors bonsoir Yael, est-ce que l'horizon se dégage pour Emmanuel Macron ? C'est la question qu'on peut se poser ce soir. Le blast des annonces est retombé, il a eu lieu, un pavé de 150 pages jeté dans la mare, disséqué, digéré, la poussière retombe, le brouillard se dissipe et c'est un nouveau paysage qui se dessine pour l'Élysée, qui n'avait pour l'instant aucun capteur fiable pour savoir si oui ou non il y avait crispation ou acceptation de la réforme. 3 mois de réforme sous cloche. Impossible de savoir de quel côté ça penchait. Il y avait la légitimité des urnes, mais ça, c'était déjà loin. C'était le mois de mai. Alors, résultat du test, Yael, vous diriez plutôt favorable à Emmanuel Macron ? Alors, la météo des mouvements sociaux, c'est une science souvent inexacte. Donc, attention, c'est par nature imprévisible. Mais quand même, les voyants clignotent plutôt au vert pour le président ce soir. Regardons les partenaires sociaux. Le MEDEF, content, mais vigilant. La CPME, satisfaite. Et pour cause, ce sont des ordonnances pour les PME. Force ouvrière parle d'avancée. La branche est plus forte. Les indemnités de licenciement sont revues à la hausse. Bon, vous me direz, il y a aussi les déçus. Laurent Berger, la CFDT, premier syndicat de France. Autrefois, c'était l'allié objectif du réformisme version Hollande. La CFDT hostile, mais de là à défiler le 12 avec la CGT, le 23 avec les Insoumis, il y a un pas que la CFDT n'a pas franchi. Et c'est ça que regarde Emmanuel Macron ce soir, certainement, vous nous le direz, Stanislas Guerini. Un coin est enfoncé dans le front syndical. Mais aussi, Yael, dans le front politique. Il y a des communiqués qui ont vraiment tardé à venir aujourd'hui, c'est ça qui m'a frappé, notamment à droite. Beaucoup de circonvolutions chez les LR pour critiquer et finalement dire que c'était bien. C'est pas la révolution copernicienne annoncée, mais la vie des entreprises sera simplifiée comme nous le réclamons depuis des années. C'est ce qu'écrit Bernard Accoyer par exemple. Le PS a choisi son camp, ça y est, ce sera l'opposition aux ordonnances, mais on ne va pas jusqu'à fustiger le coup d'État social, on garde ses distances avec la rhétorique Mélenchon, on va graduer la riposte. Voilà, donc on a un dégradé de réaction qui ne dessine pas à ce stade un mouvement hostile. Donc 9 heures après la présentation par Édouard Philippe des ordonnances, la route est plutôt dégagée, le fruit d'une lente maturation, sûrement. La réforme du Code du travail, ça fait 10 ans qu'on en parle. Il n'y a plus l'hystérie d'un 49.3 comme en 2016. Tout a été dit ou presque dans la campagne. C'est à Jean-Luc Mélenchon maintenant de passer le test. Il pourra agiter 2 chiffons rouges, Jean-François. Les primes, oui, elles ne sont plus protégées. Les licenciements, ils sont simplifiés. Stanislas Guerini, vous êtes d'accord avec l'édito de Yael Gauze ? Oui, ce que vous présentez comme réaction montre qu'on a une réforme qui est équilibrée, qui est une transformation profonde du marché du travail, qui est la première brique d'une transformation profonde du modèle social français. Suivront la réforme de la formation professionnelle, le droit au chômage pour tous, alors, on a la réforme des retraites. Emmanuel Macron, là. Donc, je le prends comme un compliment, peut-être. Donc vous êtes d'accord. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'au fond, cette réforme, c'est donner plus de confiance dans les entreprises, avec 2 gagnants, qui sont les PME et les TPE, et qui sont leurs salariés. Bon, c'est bien vendu. Merci Yael. Vous restez là. Votre droit de suite, c'est 21h20. Tenez-vous prêts. Stanislas Guerini, nous y sommes. Les ordonnances, donc, c'est fait. Le Premier ministre a donné l'esprit de la réforme du Code du travail lors de sa conférence de presse. On l'écoute. Je veux vous expliquer aujourd'hui le sens et la portée d'une réforme
ambitieuse, équilibrée, juste. Sa première mission est de protéger, insérer dans l'emploi celles et ceux qui en sont éloignés, permettre l'organisation d'un dialogue social constructif, équilibré, serein, à tous les niveaux. Enfin, aider les entreprises, en particulier les plus petites, à faire face aux coups durs quand ils surviennent, mais aussi à développer leur activité avec elles, l'emploi et le pouvoir d'achat. Bon alors, très pratique. Stanislas Guérini, vous êtes un ancien chef d'entreprise. Hein, vous aviez créé une boîte de vente, d'installation de panneaux solaires. Combien de salariés ? Ouais, il y a eu 30 salariés, puis un petit peu moins quand on a eu des difficultés économiques. C'est ça que vivent les petites entreprises aujourd'hui dans notre pays. Imaginez, vous êtes encore patron aujourd'hui de votre société. Vous entendez ce discours du Premier ministre, vous découvrez les ordonnances. Qu'est-ce que vous dites ? Vous dites j'embauche, j'y vais ? Et en tout cas, je me dis qu'il y a moins de freins pour le faire. L'embauche, c'est le carnet de commandes. Non mais je veux vous répondre avec franchise. J'ai été un chef d'entreprise et ce qui conditionne les embauches pour un chef d'entreprise, c'est le business. Est-ce qu'on a une visibilité ? Donc, nous n'avons jamais fait croire que d'un coup de baguette magique, on va régler le problème du chômage en France. Mais pour autant, oui, il y a des freins qui existent à l'embauche. Vous voulez dire que s'il n'y a pas d'activité économique, s'il n'y a pas de croissance, pas de carnet de commandes, rien ne bouge. Rien ne bouge. On aura du mal à régler le problème du chômage de masse. Mais, vous le voyez, même quand la croissance reprend dans notre pays, on voit qu'on a des problèmes structurels à régler le problème du chômage de masse. Et je vais vous dire quelque chose de très concret. Il n'y a qu'à voir la différence entre le nombre d'entreprises de 49 salariés et le nombre d'entreprises de 50 salariés dans le pays pour comprendre qu'à un moment donné, le Code du travail, tel qu'il était fait, il représentait un frein à l'embauche. Mais surtout, il faisait des perdants. J'ai essayé de vous le dire. Et ces perdants, c'était les petits, c'est-à-dire les petites entreprises. J'ai été un patron de petite entreprise et les salariés isolés. Et c'est ça aussi qu'on vient améliorer avec cette réforme. Bon, on va poursuivre cette discussion dans un instant avec vous. Mais tout d'abord, c'est l'info à 21h10 avec vous, Yasmina Adila. Notre objectif, c'est de faire en sorte que les choses changent. Les mots d'Édouard Philippe ce soir dans le 20h de France 2. Le Premier ministre a défendu la réforme du Code du travail. Pour lui, la meilleure sécurité face au chômage, ce n'est pas le droit, c'est la compétence et la formation. Aujourd'hui, le gouvernement a présenté les 5 ordonnances visant à modifier le droit du travail. Parmi les mesures annoncées, la fusion des délégués du personnel, un plancher et un plafond pour les indemnités prud'homales. Il s'élèvera à 3 mois de salaire à partir de 2 ans d'ancienneté avec une durée maximale de 20 mois. À noter également l'augmentation des indemnités légales de licenciement qui passeront à 25%. Laurent Wauquiez, officiellement candidat à la présidence des Républicains. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes l'annonce dans le journal Le Figaro, l'édition qui paraîtra demain. L'inquiétude aux États-Unis. La tempête Harvey continue de faire des dégâts à Houston, au Texas. 2 explosions se sont produites sur un site du groupe de chimie français Arkema. Au moins 35 personnes sont mortes dans cet état du Texas après le passage de la tempête. Un bilan qui risque de s'alourdir. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. La tempête passe en ce moment au-dessus de la Louisiane. Et puis un petit mot de sport. En Euro de basket, les Français ont perdu face à la Finlande. Score final 86-84. France Info. Merci à vous Yasmina. La suite de Tout est politique dans un instant avec notre invité Stanislas Guérini, député de La République En Marche. Mais avant cela, direction le Stade de France. Les Bleus reçoivent les Pays-Bas. Match capital pour la Coupe du Monde de foot 2018. Jacques Vendroux et Sébastien Hazard, ça a l'air d'aller plutôt bien pour les Bleus, hein. C'est bien parti, très bien parti pour l'équipe de France. On joue depuis 26 minutes et dès la 13e minute, Antoine Griezmann a marqué le premier but de cette rencontre. Un beau mouvement, un 1-2 entre Griezmann et Olivier Giroud. Griezmann, Giroud, hop, de nouveau Griezmann. Et puis il arrive à tromper Silesen. Ça fait 1-0 pour l'équipe de France. C'est très très bien parti. Et on s'aperçoit que les 2 attaquants axiaux de cette équipe de France sont extrêmement complémentaires depuis le début de la rencontre. 2 attaquants qui pour le moment jouent bien le jeu et mettent en difficulté le gardien Silsen, le gardien de l'équipe néerlandaise. Les choses se passent assez bien pour l'équipe de France. Il ne faut pas avoir évidemment de complexe de supériorité, mais vous savez, dans ce genre de rencontre, Jean-François, ce qu'il faut, c'est gagner. Ce qu'il faut, c'est ramener 3 points pour être compétitif pour une passe en phase finale
de la Coupe du Monde en Russie en 2018. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien donc pour les Bleus. Merci à vous deux, Sébastien Hazard et Jacques Vendroux. Messieurs, autour de table, est-ce que vous êtes foot? Rapidement, que je vous pose la question quand même. Tiens, Jean-Pierre Muller, vous êtes foot, vous? Malgré mon nom, absolument pas. Pas du tout. Ah, et Jérôme Fourquet? Alors, mauvaise pioche également, voilà, je suis pas très Bon, foot, heureusement, il reste Stanislas Guérini. Moi, je m'appelle Guérini, mais je suis foot et je suis supporter de l'équipe de France. Et du PSG, évidemment. Du PSG. Ouais. Vous avez fait une réflexion pendant que Jacques Vendroux et Sébastien Hazard commentaient la rencontre. Qu'est-ce que vous disiez? Oh non, c'était une boutade. Une petite boutade pour dire que oui, ça valait le coup de réformer le marché du travail. Ça marche dès ce soir au Stade de France. Alors Pierre Gattaz pour le MEDEF avait le sourire. La CPME a applaudi. Je parle des ordonnances bien sûr. Jean-Claude Mailly de FO demande à voir. Et pour Laurent Berger de la CFDT, la réforme n'est pas à la hauteur. Écoutez Philippe Martinez de la CGT, lui, eh bien, il n'en veut pas. Aujourd'hui, on peut dire que toutes les craintes que nous avions sont confirmées. La crainte évidemment supplémentaire, c'est que, et là c'est évident et c'est écrit, c'est la fin du contrat de travail. Demain, un accord d'entreprise, soit vous êtes d'accord, soit vous êtes licencié, votre contrat de travail ne fait plus foi. Stanislas Guérini, les syndicats en ordre dispersé. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas reculé en laissant peut-être au syndicat le leadership, vous savez, dans les branches notamment? Je ne crois pas du tout. Je crois d'abord qu'il faut respecter la méthode. Elle a été saluée par l'ensemble des organisations syndicales. Il y a eu des vraies concertations. Oui, mais ils sont déçus. Vous avez vu la sortie, ils sont déçus. Non, vous avez fait une sélection. Oui. Je n'ai pas entendu ça et je trouve que dans votre édito, par exemple, ça apparaissait. Il y a moins de déception que ce qu'on veut dire. Non, je crois qu'il y a eu des vraies avancées, des vrais moments d'écoute des syndicats, avec un argument pour cette question de la répartition des sujets qui seront discutés dans la branche ou dans l'entreprise, de dire que il y a parfois un risque de distorsion de concurrence. Je vais prendre un exemple précis. Quand je suis une petite boîte, je mets des sujets de négociation avec mes salariés, mais que la petite boîte d'à côté dans le même secteur, elle dit moi je fais tout pareil, mais ça pouvait mettre un sujet de pression pour dire il faut se mettre au niveau, et le niveau pouvant être parfois le moins 10 ans. Donc c'est pour ça que c'est intéressant la branche qui définit par champ professionnel des règles, mais à tout moment, une entreprise, elle peut discuter, puisque par exemple dans les petites entreprises, c'est une des grandes avancées de la loi, entreprise de moins de 50 salariés, elle peut discuter et faire des accords d'entreprise avec le représentant élu. Pour vous, ça c'est la mesure. Je termine juste pour bien expliquer. Elle peut le faire sur tous les sujets. Elle peut le faire sur tous les sujets. Mais sur certains sujets, évidemment, elle ne peut le faire qu'en améliorant ce que donneront les accords de branche. C'est très important. Stanislas Guérini, concrètement, on a vu Force ouvrière qui finalement n'ira pas défiler, Jean-Claude Mailly qui est passé peut-être pour vous du bon côté, Laurent Berger qui était le partenaire de François Hollande qui lui est déçu. Il y a un jeu quand même de division syndicale au terme de ces consultations. Mais vous y voyez, je crois, plus de politique. Parce que la méthode, c'était la méthode, c'était de dire aux syndicats, on vous consulte, on vous dit pas tout, on vous montre la copie in fine. Il y a de quoi quand même mettre le germe de la division. Ils ont avancé un petit masqué. Vous voyez, ils n'ont pas eu cette analyse, et fort heureusement, puisque tout au long du processus, ils se sont satisfaits. Et c'était ce matin, il y a eu une réunion intersyndicale. C'était les propos qu'ils ont tenus sur la méthode, encore une fois. Mais on a eu une méthode simple pour cette loi. On a mis dedans ce en quoi on croyait. C'est quand même peut-être ça aussi une différence. On n'a pas essayé de faire de sorte de stratégie politico-politique syndicale. J'entends bien que vous défendiez la chose, mais regardez, Jean-Pierre Muller, vous êtes, le maire socialiste de Magny-en-Vexin. Vos administrés vous parlent de cette réforme, ils sont inquiets. Qu'est-ce qu'ils vous disent, rapidement? La plupart sont inquiets, bien qu'ils soient, et c'est un paradoxe pour la réforme. Et donc, les textes viennent de sortir. Chacun va en prendre connaissance, je pense, dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent. Mais il y a ce paradoxe, une volonté de réforme, une volonté de faciliter les choses, et pour les uns et pour les autres, et de concilier la flexibilité et la sécurité. Oui, Jérôme Fourquet, quand vous entendez ce qui se dit autour de cette table, vous dites quoi, vous, les personnes que nous sondons à longueur d'année, qu'est-ce qu'ils disent? Ça les intéresse? Ils sont sensibilisés à tout cela, ou si ça leur passe au-dessus? Non, ils sont sensibilisés. C'est quand même des choses qui potentiellement peuvent les concerner dans leur vie quotidienne. Maintenant, la difficulté pour l'opinion à appréhender ce sujet, c'est qu'on est quand même sur des thématiques ou des dispositions techniques. Alors,
Certaines sont très explicites. Tout le monde, tous ceux qui sont salariés peuvent comprendre la mesure qui vise à fusionner délégués du personnel, CHSCT et comité d'entreprise. Donc ça, pourquoi pas. Mais ensuite, on a des choses qui sont plus complexes à appréhender. Stanislas Guerini veut réagir. Toute la difficulté pour les syndicats, notamment les contestataires, c'est d'arriver à décrocher ou de sortir de ces ordonnances une ou deux mesures emblématiques sur lesquelles ils pourraient agiter le chiffon rouge, ce qui ne va pas être évident. La réaction que je voulais avoir, c'est qu'effectivement, il faut rendre les choses concrètes. Par exemple, pour les salariés, on dit que c'est une réforme qui va favoriser la flexibilité, mais qui va aussi présenter des avancées réelles pour les salariés. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple très concret. Un salarié qui télétravaille, il y a 2 tiers des salariés qui souhaiteraient pouvoir télétravailler. Quand il est à son domicile, il est moins bien protégé que quand il est dans son entreprise. La réforme, elle fait en sorte qu'on établit un cadre juridique pour permettre le télétravail. Un salarié qui va être licencié demain, ses indemnités de licenciement, elles augmenteront de 25%. Ça, ce sont des points concrets et c'est à nous la pédagogie. Alors certains ont dit aujourd'hui que ça allait dans le bon sens, donc pas forcément des opposants, mais que c'était quand même bien plus flexi que sécurité. Je ne crois pas. Je crois qu'il y a des points, je viens d'en citer 2, largement en faveur des salariés. Et puis, je crois que tout simplement, un salarié qui n'avait pas, parce que c'est ça, il faut le rappeler, la vraie vie d'aujourd'hui des petites boîtes, c'est que les salariés, ils n'ont pas accès à la négociation. Une petite entreprise, aujourd'hui, avant la loi, qui voulait discuter de sujets où les salariés pouvaient être d'accord potentiellement, pour le faire, il fallait qu'elle fasse appel à un délégué syndical extérieur à l'entreprise. Vous imaginez le truc. Ça ne marchait pas, et d'ailleurs, ça ne marchait pas, ça ne se faisait pas. Aujourd'hui, les salariés et leurs patrons, ils pourront discuter et mieux organiser. Au fait, on donne du grain à moudre à la représentation syndicale dans l'entreprise et surtout au dialogue social dans l'entreprise. Bon, en tout cas, vous défendez bien la réforme du Code du travail. Dans un instant, nous aurons le droit de suite avec vous, Yael Gauz. Vous aurez la parole. Mais tout de suite, c'est l'info à 21h20 avec vous, Yasmina Adila. La présentation aujourd'hui des ordonnances pour réformer le Code du travail. Parmi les changements annoncés par le gouvernement, la hausse des indemnités légales de licenciement. Elles seront portées à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté. Aujourd'hui, elles sont à 1/5. L'exécutif veut également plus de dialogue social dans les petites entreprises. Le délai de recours après un licenciement sera limité à 1 an pour tous les salariés. Et après l'annonce de ces mesures, les syndicats se sont montrés divisés. Pour le secrétaire général de la CGT, Pierre Martinez, c'est la fin du contrat de travail. Force ouvrière veut étudier les propositions. Pour la CFDT, cette réforme n'est pas à la hauteur. Pour le patron des patrons, Pierre Gattaz, ces changements peuvent aider à conforter la confiance des entreprises. 5 jours après la disparition de Maëlys en Isère, un homme de 34 ans est en garde à vue. La fillette a disparu dimanche dernier lors d'un mariage. Le suspect faisait partie des invités. Aux États-Unis, 100 000 foyers ont été touchés par la tempête Harvey au Texas. La Maison-Blanche demande au Congrès de débloquer des fonds d'urgence. Le passage de la tempête Harvey a déjà fait au moins 33 morts, uniquement au Texas. Le phénomène est en ce moment en Louisiane. Une Française championne du monde de judo, Clarisse Agbenienou, remporte la médaille d'or dans la catégorie des moins de 63 kilos. France Info. 21h, 22h, tout est politique. Jean-François Aquili. Merci Yasmina, bien prononcé d'ailleurs au passage. La suite de Tout est politique avec nos invités ce soir, Stanislas Guerini, député de La République En Marche de Paris, Jérôme Fourquet de l'IFOP et Jean-Pierre Muller, le maire socialiste de Magny en Vexin. Nouveau détour par le Stade de France avec vous, Sébastien Hazard. Les Bleus reçoivent les Pays-Bas. Où en est le score ? Toujours le même score, 1-0, un but inscrit par Griezmann à la 13e minute. Moins de rythme, Jean-François. Piano, on se dirige tranquillement vers la mi-temps. Il faut dire que les Néerlandais n'ont jamais inquiété jusqu'à maintenant Hugo Lloris, ne sont jamais approchés de la cage, mais il y a toujours un seul but d'avance, donc du côté des Bleus, peut-être encore un petit peu accéléré. On joue depuis 37 minutes dans cette partie, 1-0 pour l'équipe de France. Merci, et jusqu'ici, tout va bien. Nous gardons le rythme dans Tout est politique avec vous, Yael Gauz. Vous avez épluché, si je puis dire, l'interview dans le journal Le Point d'Emmanuel Macron. Voilà, on va y revenir sur cette interview fleuve de 23 pages. D'abord, Stanislas Guerini, est-ce qu'il y aura une loi de ratification pour ces ordonnances ? Et aussi oui, quand ? Avez-vous la date ?
Alors oui, il y aura une loi de ratification. Parce que c'était l'impensé du discours d'Édouard Philippe ce midi. Non, il y aura une loi de ratification. C'est ainsi que vont le cycle des ordonnances. Alors les ordonnances, elles peuvent rentrer en application dès maintenant, c'est leur caractéristique, mais il y aura une loi de ratification probablement vers la fin de l'année, mais la date n'a pas été fixée précisément. Mais là où c'est pas un enjeu, entre guillemets, c'est que ces ordonnances, elles peuvent rentrer en application. Petite particularité quand même pour ceux qui nous regardent et nous écoutent, le Conseil constitutionnel a été saisi par les parlementaires début août. Vous n'avez pas attendu le résultat de la saisine pour présenter vos ordonnances. Êtes-vous sûr que la loi d'habilitation sera confirmée par le Conseil ? D'abord parce que nous sommes confiants et nous pensons que les raisons de cette saisine-là sont plus politiques. Si Laurent Fabius nous écoute ce soir, Jean-François, on verra bien si je suis démenti dans les semaines qui viennent, mais sincèrement, on est confiant sur le résultat potentiel de cette saisine et le pays ne peut pas attendre. Ça fait trop longtemps qu'on attend. Dans les 150 pages, vous êtes sûr qu'il n'y a pas quelques petites entorses, on verra bien la saisine, subtilités juridiques. Elle n'est pas sur la totalité du texte, etc. Donc on verra. Mais je crois que cette saisie du Conseil constitutionnel, c'était largement plus une manœuvre politique qu'un point réel. Tout a été mis sous cloche pendant 3 mois pour cette réforme. Est-ce que ce sera la même méthode pour les grandes réformes à venir, assurance chômage, formation professionnelle, retraite? Est-ce que là, de nouveau, vous allez garder le secret et puis ouvrir la boîte au dernier moment comme aujourd'hui? Bon, si la question c'est est-ce qu'on utilisera les ordonnances pour tous les textes de loi qui viendront, ça ne sera pas le cas. Mais je conteste un peu l'expression de mettre sous cloche. On n'a quand même eu aucune fuite de personnes pendant des semaines. Oui, on est passé de 30 à 150 pages du jour au lendemain. Bien sûr, il y a eu plus de 300 heures de discussion avec les syndicats. Je ne sais pas si c'est ça qu'on peut appeler mettre sous cloche. Il y a dans ce pays une manière de voir les choses qui doit dire que tout se passe forcément à l'Assemblée, dans le législatif, et pas assez dans la démocratie sociale. Nous, on a une vision qui est différente de ça. On a laissé dans cette discussion une place qui était forte à la démocratie sociale. Et encore une fois, ça a été salué par les syndicats. L'interview, on y vient, d'Emmanuel Macron au point. Est-ce que le président est élitiste, Stanislas Guerini? La question se pose, page 35, j'ai bloqué, je vous avoue, en lisant cette question du point. Vous voulez passer du modèle d'assurance dit bismarckien au modèle de l'impôt de solidarité dit beveridgien. Et que répond Emmanuel Macron? Exactement, je suis beveridgien. Et c'est ce point-là qui vous a laissé penser qu'il pouvait être était Beveridge, Stanislas Guerini? Sur le fond, ce qu'il y a derrière, c'est de passer d'un modèle d'assurance chômage qui, en fond, est une assurance, à un modèle où le droit au chômage devient un droit. Donc c'est ça le changement de logique et la révolution copernicienne qu'on a derrière ça. Et vous vous rendez compte? C'est fondamentalement c'est la première interview présidentielle d'Emmanuel Macron, la première grande de la rentrée, après ces 100 jours. Est-ce que c'est le bon canal pour se faire comprendre? Mais bien sûr, parce que... On voit la complexité des ordonnances, on voit la complexité de l'interview au point. Bien, là, je l'assume fortement. À nous de faire la pédagogie de ce qui est présenté. Et vous avez la gentillesse de m'inviter. J'essaye justement de donner des points concrets sur cette réforme. Mais Yael, je dirais un peu fort en thème, quoi. Mais je crois au contraire que c'est du respect pour nos concitoyens. Et pour Beveridge qui a inventé la sécurité sociale, on peut le dire. Oui, mais ça, sur le fond, je suis très à l'aise avec le passage du bismarckien au beveridgien. Mais au-delà de ça, cette interview, elle a permis au président de poser sa vision des choses. Et on a revu la cohérence de cette vision-là. Et je crois que c'est peut-être ce qui nous a manqué dans ce début de quinquennat, de présenter à quel point les réformes qu'on propose, elles entrent en cohérence les unes avec les autres. Et c'est ce qu'il a pu faire. Il a eu besoin d'un peu de place pour pouvoir s'exprimer. Très rapidement, ça y est, Laurent Wauquiez est candidat. Secret de Polichinelle enfin levé. Le Figaro ce soir. Bonne nouvelle? C'était pas une surprise, effectivement. Moi, je ne vais pas me prononcer sur la question des personnes. Mais ce qui me frappe, c'est que la droite n'est pas d'accord sur le fond des choses. Et elle n'a pas réglé ce problème-là, tout comme le Parti socialiste, à mon sens. Il y a des fractures idéologiques très profondes dans les partis politiques de gauche comme de droite. C'est pour ça qu'on a fondé En Marche, parce que nous, on ne veut pas s'inscrire dans cette carte-là qui ne fonctionne plus. Dernière question, toute dernière question, c'est cette affaire de violence entre un député de votre majorité, La République En Marche, MJ Delguerab, contre le premier fédéral socialiste de Paris, Boris Faure, qui est aujourd'hui en soins intensifs. Est-ce que vous allez exclure ce collègue du groupe LREM?
Je ne sais pas me prononcer sur les suites parce qu'il y a une affaire judiciaire et donc il faudra que la vérité soit faite et que les faits soient éclaircis. Mais en tous les cas, il est évident qu'on peut réagir en disant que la violence n'a pas sa place dans la vie politique. On a eu malheureusement quelques exemples ces derniers temps. Ils avaient touché Lauriane Rossi, ils avaient touché Nathalie Kosciusko-Morizet. La violence n'a jamais la place dans le champ politique. Voilà, on poursuit Tout est politique dans un instant avec Jérôme Fourquet de l'IFOP et Jean-Pierre Muller, le maire socialiste de Magny-en-Vexin. Et vous, Stanislas Guérini, député de La République En Marche de Paris, après la météo et les infos. Madame, Monsieur, bonsoir. Après le passage de notre zone orageuse, nous retrouvons un ciel demain matin très encombré sur la façade ouest du pays avec localement des orages sur le Cotentin et la Gironde. Et puis dans l'après-midi, cette zone orageuse va s'installer sur le centre du pays. Les orages seront localement forts, faites attention. Autour de cette zone, un ciel très nuageux soutenu par un vent de nord-nord-est au nord-ouest à 60-50 km par heure. On aura du Mistral et de la Tramontane qui va dégager le ciel à 70-80 km par heure. Les températures pour demain matin seront fraîches, très fraîches, comprises entre 8 et 20 degrés. Des températures 3 à 4 degrés en dessous des normes de saison. Température de l'après-midi comprises entre 16 et 29 degrés, là aussi toujours en dessous des normes de saison. Et puis samedi, nous aurons notre zone orageuse qui va se décaler du Massif central jusqu'au flanc est du pays. Les éclaircies reviennent par l'ouest. Les températures sont toujours très basses. Le Mistral et la Tramontane continuent de souffler dimanche, arrivée d'une perturbation par la Bretagne. Vous savez tout, passez une bonne soirée. Bonsoir, merci d'être avec nous pour ce flash. À la une, la fin du suspense après 3 mois de concertation avec les partenaires sociaux. Le gouvernement a dévoilé dans le détail sa réforme du travail et des indemnités prud'homales aux négociations sans syndicat dans les entreprises. Tout est désormais sur la table. Revue de détail, Victor Frédéric. Les très secrètes ordonnances de la réforme du Code du travail, enfin dévoilées ce matin. Pour le gouvernement, c'est l'aboutissement de plusieurs mois de négociations avec les partenaires sociaux. Les 5 ordonnances que nous venons de communiquer aux partenaires sociaux, qui sont désormais publiques, se proposent de rattraper des années perdues. Parmi les points les plus âprement discutés, la question des indemnités prud'homales est désormais tranchée. Elles vont être plafonnées de 3 mois à 20 mois de salaire maximum. Une victoire pour le patronat. En contrepartie, le gouvernement a accepté d'augmenter les indemnités légales de licenciement, plus 25%. Un salarié touchera donc un quart de son salaire mensuel par année d'ancienneté. Les syndicats espéraient 2 fois plus. Enfin, autre point de crispation, les plans sociaux dans les grandes entreprises. Une multinationale pourra licencier dans ses filiales françaises en cas de difficultés économiques, même si l'ensemble du groupe fait des bénéfices. Quant aux fameux contrats de chantier, ils seront bien généralisés. Un recours à ces CDI calé sur la durée d'un projet ne sera plus fixé par la loi, mais décidé branche par branche. Et puis nous avons choisi de vous dire un mot de la braderie de Lille, si vous cherchez une idée de sortie pour le week-end. L'édition 2016 avait été annulée en raison des risques d'attentats. Elle revient cette année avec un nouveau dispositif de sécurité. 3000 fonctionnaires mobilisés et 1 millier de blocs de béton installés. Barbara Six, Flavien Bellouti. 2 ans qu'on n'avait pas vu cela. Par rapport à l'année dernière, c'était mieux parce que l'année dernière, il n'y avait pas de braderie, il n'y avait rien du tout. Là, on est chargé. Des bradeux qui s'installent pour le plus grand vide-grenier d'Europe. Une braderie placée cette année plus que jamais sous le signe de la sécurité. 1800 blocs en béton, un périmètre quadrillé avec des contrôles aux entrées. Les autorités ont réfléchi aux moindres détails. Ça fait 1 an qu'on y travaille avec l'État pour que la braderie soit sûre, avec les 2 risques essentiels des terroristes, c'est-à-dire la voiture bélier et puis pas d'endroit où on est en foule et il peut y avoir une panique comme ça a été le cas à Turin.
Et pour éviter les mouvements de foule, une braderie allégée. Fini, les vendeurs ambulants venus de l'extérieur ne peuvent brader cette année que les brocanteurs et les Lillois. Pour la sécurité, 3000 membres des forces de l'ordre en civil ou en uniforme. Un effectif inédit aidé des dernières technologies de vidéosurveillance. Ça nous permet de lever un doute sur un individu, porteur ou pas d'une ceinture par exemple, grâce à la qualité du zoom. On peut aller sélectionner des gens et voir, par exemple ici, voilà, on peut lever un doute sur un porteur de ceinture, un sac à dos. Un dispositif de poids qui ne rassure pas encore tout le monde. J'ai pas forcément envie de prendre le risque d'être à l'extérieur alors que potentiellement il peut se passer quelque chose. On se dit que c'est une cible facile en fait, la braderie. Je pense que ça va sûrement interférer sur la présence de beaucoup de personnes, mais on ne peut pas être dans une angoisse permanente. C'est sûr qu'on a un peu moins d'enthousiasme que les années précédentes, mais ça ne m'empêchera pas de venir faire un tour, très honnêtement. Les contrôles seront également renforcés en amont dans les gares à Paris ou à Bruxelles. Reste une inconnue, la météo, apparemment plus clémente ce week-end. On se retrouve à 22h avec Julien Benedetto, mais d'abord, tout est politique, la suite. 21h, 22h, tout est politique. Jean-François Aquili. La suite de Tout est politique sur France Info. Emmanuel Macron à l'épreuve des ordonnances avec nos invités. Stanislas Guerini, député La République En Marche de Paris. Jean-Pierre Muller, maire socialiste de Magny-en-Vexin dans le Val d'Oise, qui réclame le maintien de ces contrats aidés avec Yael Gauze. Et Jérôme Fourquet, le directeur d'études d'opinion publique à l'IFOP. Vous aussi, Jérôme Fourquet, vous avez dévoré cette interview d'Emmanuel Macron. Vous avez suivi la conférence de presse à Matignon du Premier ministre et de la ministre du Travail. Ça y est, le quinquennat est parti, selon vous ? Alors, ce qui est, pour rebondir sur ce que monsieur le député a indiqué, il y a une des vertus de l'interview fleuve du président de la République, c'est de remettre en perspective l'ensemble du mécano, qui est de la boîte à outils qu'il compte déployer pour transformer en profondeur la France. On voit bien qu'un certain nombre de réformes sont pensées comme devant s'emboîter les unes aux autres et faire un système cohérent et intelligent. Même si certaines formules ont pu faire un petit peu jaser. Yael Gauze soulignait tout à l'heure certaines expressions, certaines références, et même la référence au peuple de France. Enfin bon. Oui, alors après, il y a 15 pages, donc chacun y trouvera. Nous, vu de notre fenêtre d'institut de sondage, on avait expliqué en partie le fort dévissage subi par Emmanuel Macron en termes de popularité, par une insatisfaction et aussi par une déception, une impatience, avec un décalage entre la tonalité de la campagne et puis les premières décisions, les premières mesures qui s'apparentaient trop un petit peu à la vie politique, c'est-à-dire le coup de rabot passer sur tous les budgets ministériels, s'appuyer sur un rapport de la Cour des comptes, différer un certain nombre de mesures fiscales avantageuses pour faire un peu d'argent de poche pour Bercy. Et donc tout ça était un peu tiré vers le bas. Un peu trop techno peut-être. Alors techno et puis encore une fois en décalage. C'est-à-dire quand on sondait les Français, Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle avait suscité un enthousiasme et avait porté un récit, mais qui n'était pas forcément structuré par beaucoup de mesures. Il y en avait une qui surnageait, c'était la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Et patatras, Édouard Philippe arrive lors de son discours de politique générale et nous annonce que cette mesure va être étalée dans le temps. Alors là, les Français se disent, OK, on retourne à la vieille politique, c'est-à-dire que les promesses fiscales en campagne n'engagent que ceux qui les reçoivent. Alors le jeune Stanislas Guerini, vieille politique Non, je ne crois pas. Je partage le point de vue selon lequel il fallait revenir à une cohérence d'ensemble. On a su présenter un projet pendant l'élection présidentielle. Et c'est à lui de le faire, je pense. Et donc c'est bien. Je crois qu'il est le mieux placé le plus apte pour avoir à expliquer sa pensée. De temps en temps, ça prend un tout petit peu de temps pour pouvoir bien le faire, mais c'est essentiel. Yael Gauze. Oui, et alors, quand on parle de la vieille politique, ce qui transpire aussi dans cette interview, c'est le monde ancien. Et dans le monde ancien, à 4 occurrences, à 4 reprises, c'est François Hollande qui est la cible. Beaucoup plus que Jean-Luc Mélenchon. Alors, on a Emmanuel Macron qui dit « Il y a eu au premier semestre des surconsommations de crédit, des insincérités, des cadeaux par rapport aux armées. » François Hollande encore. Mon prédécesseur
au moment des attentats, a mis fin à la déflation des moyens de l'armée sans pour autant définir une stratégie de reconquête. Et puis, il y a évidemment, rapport au bilan, il trouve étrange que François Hollande veuille se refaire une santé, un bilan devant les journalistes. Là, c'est l'attaque directe. Pourquoi cette obsession Hollande dans cette interview? Qu'est-ce que ça traduit? C'est quand même, quelque part, il lui doit beaucoup quand même. Stanislas Guérini. Bon, d'abord, il dit aussi qu'il a du respect pour le président Hollande, pour son prédécesseur. Oui, enfin, il a du respect, virgule, et bam, quoi. Non, mais c'est pas bam pour bam, si je peux me permettre. Il exprime une vision qui est très différente de celle du président Hollande, de l'ancien président de la République, qui disait au fond, il faudrait plus toucher, quoi. Il y a quelques indicateurs qui se remettent au vert, il est urgent d'attendre. C'était trop tiède. Nous, on fait quelque chose qui est différent, et on a été élus pour faire quelque chose qui est différent. Et je crois que cette différence-là, elle apparaît très clairement ces jours-ci. Jérôme Fourquet, cette répétition, ces critiques à l'encontre de François Hollande, est-ce que c'est difficile de succéder à Hollande pour Macron? Qu'est-ce qui se passe? Non, alors je pense qu'il y a déjà une réponse du berger à la bergère, parce qu'il ne vous a pas échappé que François Hollande est revenu sur la scène politique avec un sens assez aigu du timing, c'est-à-dire il a appuyé au bon moment. Donc je pense que son ancien ministre et ancien collaborateur lui a répliqué en des termes qu'il a choisis. Je pense que c'est aussi, comme ça a été indiqué, un moyen tout à fait pertinent, en tapant sur François Hollande, d'essayer de faire la distinction. En politique, on s'affirme toujours face à quelqu'un en disant, voilà, il y a eu toute une période, 30 années d'immobilisme, et il incluait le dernier quinquennat, et donc nous, on va transformer le pays en profondeur, encore une fois, en déclinant toute une série de mesures. Et puis, dernier point, le choix du média, Le Point, qui est un journal plutôt marqué à droite, et ce qui transparaît aussi de mon point de vue, c'est qu'il y a pas mal d'annonces qui s'adressent plutôt à l'électorat de droite. On va peut-être en parler tout à l'heure sur l'enquête. Et donc, si on veut s'adresser à l'électorat de droite, je pense qu'envoyer un tacle à François Hollande, c'est toujours très populaire en direction de cet électorat. On va revenir là-dessus dans un instant. Jean-Pierre Muller, vous avez déchiré votre carte du Parti Socialiste ou pas? Je ne fais plus partie du Parti Socialiste depuis quelque temps. J'ai exercé des responsabilités départementales. Les choses font que les positionnements, les engagements évoluent. Et aujourd'hui, d'aucuns me classent dans les divers gauches. Cela me convient. Mais vous avez bien dit aussi les choses tout à l'heure. Jean-Pierre Muller, maire socialiste de Magny-en-Vexin, je le revendique. Socialiste. Socialiste. Ce n'est pas parce qu'on n'a plus sa carte, comme on dit de façon habituelle, qu'on laisse de côté ses valeurs, si je puis m'exprimer ainsi. Donc je reste socialiste, mais je ne suis plus membre du Parti socialiste. On a bien compris. 21h40, c'est le rappel de l'info avec vous. Yasmina Adila. Édouard Philippe défend la réforme du Code du travail. Le Premier ministre était ce soir l'invité du 20h de France 2. Selon lui, l'objectif du gouvernement est de faire en sorte que les choses changent. Le chef de l'exécutif dit vouloir aller vite. Pour lui, le texte doit entrer en vigueur rapidement d'ici la fin du mois de septembre. Et parmi ces 36 mesures annoncées aujourd'hui, on note la fusion des délégués du personnel dans les entreprises. Un plancher et un plafond pour les indemnités prud'homales seront également établis. 3 mois de salaire à partir de 2 ans d'ancienneté, avec une durée maximale de 20 mois. Les indemnités légales de licenciement augmenteront de 25%. 11 vaccins désormais obligatoires. Aujourd'hui, seulement 3 sont imposés aux enfants de moins de 2 ans. Les 8 autres n'étaient que recommandés. La mesure prendra effet le 1er janvier prochain. C'est l'une des catastrophes naturelles les plus coûteuses de l'histoire des États-Unis. La tempête Harvey a fait beaucoup de dégâts au Texas. 100 000 foyers ont été touchés. La Maison-Blanche a demandé au Congrès de débloquer des fonds d'urgence. Harvey a fait au moins 33 morts dans l'État du Texas. La tempête est désormais en Louisiane. C'est la mi-temps au Stade de France. L'équipe de France de football mène 1-0 face aux Pays-Bas. Ce match compte pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de l'année prochaine. France Info. 21h, 22h, tout est politique. Jean-François Aquili. Merci Yasmina Adila. Je ne sais pas, j'ai mangé votre nom comme ça. Pardonnez-moi. La suite de Tout est politique dans un instant avec nos invités Stanislas Guérini, député La République En Marche, Jérôme Fourquet de l'IFOP, Jean-Pierre Muller, le maire socialiste, j'insiste, de Magny-en-Vexin, et mon complice Yael Gauze. Mais tout de suite, tour avec vous, Sébastien Hazard. C'est France-Pays-Bas au Stade de France. Ça se passe toujours bien pour les Bleus?
Ah bah pour le moment ils sont au vestiaire, donc ça se passe même très très bien. Non, vous avez raison. Ah, ça fait du bien de se reposer un peu quand même. Je charrie. Non, évidemment, ça se passe raison. très bien. L'équipe de France mène 1-0. Un but inscrit par Antoine Griezmann à la 13e minute. On a vu une équipe de France assez conquérante, jouant tranquillement. Il faudrait peut-être accélérer un petit peu. C'est peut-être prévu par Didier Deschamps dans cette deuxième mi-temps qui va débuter dans quelques instants. Parce que même si les Bleus mènent au score, même s'il n'y a pas une opposition très forte en face, il y a toujours un seul but d'avance. Or, on le sait, les Français doivent impérativement s'imposer pour se rassurer complètement. Merci à vous Sébastien Hazard en direct du Stade de France. Tout va bien pour l'instant. Alors Jérôme Fourquet, concernant Emmanuel Macron, possibilité de rebond ou est-ce que nous parlons trop vite, tout ça va trop vite et après tout il faut prendre du temps? Alors écoutez, il a connu une baisse tout à fait stellaire et inédite pour un président de la République dans les premiers mois de son mandat. Dans le baromètre IFOP pour le journal de dimanche, c'est une perte de 24 points en 2 mois seulement. Donc c'est quand même quelque chose, une alerte très sérieuse. On a évoqué un peu tout à l'heure les pistes de réflexion ou d'explication sur les causes de ce décrochage. Maintenant... C'est allé moins vite pour ses prédécesseurs. Alors c'est allé moins vite, et si on prend le cas de Nicolas Sarkozy, il avait même progressé de quelques points pendant l'été 2007. Ça s'était gâté après. Tout ça n'est pas irrémédiable. Emmanuel Macron a un atout majeur par rapport à ses prédécesseurs, c'est une conjoncture économique qui est bien plus porteuse. Et c'est aussi dans cette perspective-là que Emmanuel Macron et ses équipes ont conçu le train de réforme avec une volonté non pas, comme ils l'ont expliqué, de faire comme le précédent gouvernement, c'est-à-dire de laisser faire les choses, mais au contraire d'amplifier et d'accompagner la mesure. Donc cet avantage, il est majeur, contexte économique. Autre phénomène intéressant, autre fait intéressant, une opposition qui est aujourd'hui divisée et morcelée. Oui, donc il y a encore des cartes à jouer. Néanmoins, l'alerte est sérieuse et il y avait un véritable besoin de remise en cohérence et de remise en perspective. Et je pense que Emmanuel Macron était le mieux placé et le plus à même de essayer de retracer et reprendre un peu le fil de sa campagne qui a été un peu interrompue depuis 2 ou 3 mois. Allez, Yael. Parmi les mesures peut-être impopulaires, on verra, elles seront testées à venir. Je vois cette information du Figaro ce soir apparaître demain. La baisse des APL, des aides publiques au logement, pourrait atteindre jusqu'à 2 milliards d'euros l'an prochain. Est-ce que vous confirmez que c'est une source d'économie importante? Parce qu'on parle des budgets qui augmentent, on a vu l'écologie plus 3%, l'éducation 1 milliard de plus. Là, on parle des APL, moins 2 milliards l'an prochain. Vous confirmez, Stanislas Guerini? Je confirme ni n'infirme le chiffre, puisqu'il sera en discussion au moment du projet de loi de finances. Vous le connaissez, Ceci dit, vous le connaissez sur le fond, non, pas encore pour le montant exact, mais sur le fond, que nous voulions remettre en cause une politique des APL qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que quand on met 1 euro d'aide pour le logement, on met 78 centimes dans les hausses de loyer. Donc c'est une politique qui ne bénéficie à ceux pour lesquels elle est destinée. Donc effectivement, nous allons remettre à plat la politique du logement. Nous allons d'ailleurs présenter les choses, et c'est le ministre Julien Denormandie qui le fera le 17 septembre, si ma mémoire est bonne, pour expliquer comment, en profondeur, on va transformer le marché du logement pour que les aides qu'on met dans le marché du logement, elles aillent plus directement à ceux qui en bénéficient. On met 2 fois l'argent que mettent nos voisins européens dans le marché du logement, et on a 4 millions de mal logés dans le pays. Ça devrait quand même nous interroger. Allez, on marque une toute petite pause pour passer à la suite et fin de Tout est politique avec Jean-Pierre Muller, qui est notre parti pris ce soir. Alors, Jean-Pierre Muller, nous vous avons invité ce soir parce que vous êtes le maire d'une commune de 6 000 habitants dans le Val d'Oise et vous disposez d'assez peu d'emplois aidés finalement. Vous en avez combien? 2. Et qu'est-ce qui vous inquiète? Ce qui m'inquiète, c'est l'immédiat. On parlait tout à l'heure d'obsession. Moi, je ne suis pas obsédé par les contrats aidés. Je n'ai pas de dogme. Je dirais même que finalement, je souhaiterais que les contrats aidés n'existent plus et que les maires de France puissent embaucher les personnels dont ils ont besoin, des personnels formés, des personnels qui ont vocation à faire carrière au sens noble du terme dans l'intérêt général, dans l'intérêt public de la collectivité territoriale. Mais aujourd'hui... Ça signifierait que tout irait bien, c'est ça? C'est un peu comme les restos du cœur de Coluche. Non, je ne pense pas être béat. Oui. Mais les choses se passaient peut-être comme cela avant. Mais naturellement, avant, c'était avant.
Aujourd'hui, quand je dis cela, naturellement que je tiens à conserver ces 2 contrats aidés qui rendent un rôle social par rapport aux 2 personnes concernées et un rôle et une satisfaction pour la collectivité territoriale. Mais la difficulté que j'ai, sans personnaliser, la difficulté qu'ont tous les maires de France, c'est le fait que, eu égard à la baisse des dotations, qui date de 2010, d'abord avec un gel, avec une baisse, notre gestion, elle n'est plus libre. Aujourd'hui, je ne souhaite pas avoir des contrats, des emplois, des employés payés avec des subventions de l'État. Je souhaite que nous ayons, et c'est la volonté, c'est le souhait exprimé par les maires à travers leurs associations représentatives, d'avoir les dotations qui nous permettent... Mais vous allez vous en séparer de vos 2 emplois aidés, là? Vous allez vous en séparer, là, à la rentrée? Eu égard au service qu'ils rendent, eu égard au rôle social qu'ont les contrats aidés, leur contrat se termine en mars. Nous allons tout essayer pour les garder. Mais aujourd'hui, quand je vois les baisses des dotations, je notais, pour ne pas oublier très précisément les chiffres, et tous les maires qui nous entendent, ils savent ce que cela signifie derrière, en termes de drame social, en termes de difficultés. L'année dernière, le nombre de collègues qui me disaient « Est-ce que tu as réussi à boucler ton budget? Nous, on n'y arrive pas. Comment on fait ?» C'est pas par un claquement de doigts, c'est pas quelque chose d'artificiel. Ma DGF, l'année dernière, en 2016, c'était 1 288 000. La dotation globale de fonctionnement. Oui. C'est la dotation. Oui. En 2017, c'est 1 023 000. C'est 264 000 et quelques euros en moins. Comment on fait avec cela? Alors, on veut bien, naturellement, et les associations de maires l'ont dit aussi, participer au rétablissement des comptes publics parce que les déficits sont abyssaux. Mais aujourd'hui, je n'aime pas cette expression, elle est un peu vulgaire, elle est un peu... Beaucoup de collègues me disent, on est dans le dur, on ne peut pas aller davantage dans les économies. Et lorsque nous sommes sur le terrain, nous sommes confrontés à la réalité des territoires, des personnes, eh bien, nous le vivons très douloureusement. Moi, j'aime bien faire les mariages, mais si le maire n'aura plus que comme possibilité de faire les mariages et de ne rien faire d'autre, parce que nous sommes les premiers au contact de la population, qui nous demandent pourquoi il n'y a pas ceci, pourquoi il n'y a pas cela, pourquoi il n'y a pas ceci. C'est pas à d'autres, c'est pas aux députés, pardonnez-moi, c'est pas aux sénateurs qu'ils vont demander, c'est à celui, généralement, envers lequel ils ont le plus confiance. Et aujourd'hui, c'est pire que cela. Notre difficulté, c'est de maintenir les services publics locaux qui existent. Jean-Pierre Muller, on va poursuivre avec vous ce témoignage, juste après le rappel de l'info, cette fois avec vous, Yasmina Adila. Une annonce qui divise les syndicats, celle de la réforme du Code du travail dévoilée aujourd'hui par le gouvernement. Pour le secrétaire général de la CGT, Pierre Martinez, c'est la fin tout simplement du contrat de travail. Force ouvrière veut étudier les propositions avant de prendre une décision. Pour la CFDT, cette réforme n'est pas à la hauteur. Et parmi ces mesures annoncées aujourd'hui par le gouvernement, on note la hausse des indemnités légales de licenciement. Elles passeront à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté. Aujourd'hui, elles sont à 1/5. Le délai de recours après un licenciement sera limité à 1 an pour tous les salariés. Les caractéristiques des CDD pourront être négociées au sein des branches. Un homme en garde à vue dans l'enquête sur la disparition de Maëlys, la fillette âgée de 9 ans disparue ce week-end lors d'un mariage en Isère. Le suspect âgé de 34 ans était invité à ce mariage. Aux États-Unis, le passage de la tempête Harvey inquiète toujours autant au Texas. Près de Houston, 2 explosions se sont produites aujourd'hui sur un site du groupe de chimie français Arkema. Pas d'inquiétude à avoir selon l'Agence américaine de l'environnement. Mais pour les secours, les fumées qui s'échappent sont extrêmement dangereuses. C'est officiel, Kylian Mbappé est au PSG. Le joueur est prêté par Monaco pour une durée d'1 an. Un prêt avec option d'achat pour un montant de 180 millions d'euros. France Info. 21h, 22h, tout est politique. Jean-François Aquili. Merci à vous, Yasmina Adila. La suite est fin de Tout est politique sur France Info. D'abord, ultime détour avec vous. Jacques Vendroux au Stade de France. Les Bleus face aux Pays-Bas. Donnez-nous des bonnes nouvelles. Eh bien, pour le moment, l'équipe de France mène toujours 1-0 après 5 minutes de jeu en deuxième période. 13e minute de jeu donc pour Griezmann. Il a ouvert le score. 17e but en 44 sélections pour le joueur de l'Atlético de Madrid. Et on s'aperçoit que l'entente des attaquants est parfaite, que ce soit du côté de Coman, Griezmann, Giroud ou encore
eh bien Lemar, c'est très complémentaire en tous les cas pour ces 4 joueurs qui sont très offensifs bien sûr. Et ce qui est important en plus, c'est que l'équipe de France avait été très critiquée ces derniers temps, notamment à l'occasion de la défaite en Suède. Eh bien la défense est pour le moment là aussi en bonne forme, et Umtiti et Koscielny, eh bien c'est presque parfait. Toujours 1-0, on joue depuis 51 minutes dans cette rencontre entre la France et les Pays-Bas, ici au Stade de France. Merci à vous Jacques Vendroux, vous êtes le bienvenu, c'est toujours un plaisir. Alors Jean-Pierre Muller, maire socialiste de Magny en Vexin, qui témoignait à l'instant dans le Val d'Oise pour réclamer le maintien de ces contrats aidés. Vous allez réagir dans un instant, messieurs, Stanislas Guérini et Jérôme Fourquet. Vous savez que c'est apolitique. Il y a une déclaration de François Pupponi, le maire de Sarcelles, je tiens à le citer, il l'a dit dans le Parisien, c'est apocalyptique, je vais arriver à le dire, ça se fait sans concertation, de façon brutale, en plein milieu de l'été. Vous confirmez cela, Jean-Pierre Muller ? Mais oui, chacun l'a vérifié. Tout à l'heure, il était fait référence à la méthode utilisée par rapport aux ordonnances, par rapport au droit du travail. Tout le monde l'a salué. Manifestement, ce n'est pas la méthode qui a été utilisée à l'égard des élus locaux dans le cadre de la suppression programmée de ces contrats aidés. Vous me faisiez référence tout à l'heure aux 2 emplois que j'ai chez moi. Je vais faire avec, si vous me pardonnez l'expression, parce que eh bien, ils sont employés dans les services et ils sont formés en électricité, en maçonnerie, etc. Il convient également de ne pas se tromper. Les emplois aidés n'étaient pas là pour remplacer des emplois qui auraient été pris, qui auraient été utilisés par ailleurs. Mais c'est le cas. Aujourd'hui, l'urgence, il y a nécessité d'urgence, quoi. Je veux dire que nécessité fait loi, urgence fait loi, et il y a des gens qui vont se retrouver en matière d'éducation, en matière d'école, avec des emplois aidés qui n'existeront plus, et les services ne pourront plus être assumés. Jean-Pierre Muller, on l'a bien compris, il y a le problème que le taux de retour à l'emploi durable de certains, d'une grande partie des contrats aidés est relativement faible. C'est ce qui a motivé cette décision. Non, ça dépend. Je voudrais faire réagir Stanislas Guérini. Vous étiez très positif pour défendre les ordonnances et vous voyez les tracas, les souffrances d'un élu local. Qu'est-ce que ça vous fait comme impression ? Je voudrais dire que je partage un certain nombre de points que vous avez évoqués. Et je suis content que vous puissiez réussir à maintenir ces 2 emplois sur le rôle Je vais essayer, essentiel. je n'ai pas dit que j'y parviendrai. J'espère que vous réussirez sur le rôle essentiel des maires. Et vous disiez qu'il faut changer de méthode, mais vous avez bien raison. Depuis 4 ans, vous l'avez rappelé, nous avions des baisses continues de la DGF, année après année, sans aucune visibilité. Il faut quand même rappeler les choses pour ces contrats aidés. Combien de contrats aidés ont été votés par le Parlement fin 2016 pour le budget 2017 ? 280 000. Combien nous allons en avoir cette année ? 320 000. Nous avons plus de contrats aidés cette année qui n'ont été votés par la précédente majorité. Alors le problème, c'est qu'on votait des budgets qui n'étaient pas sincères. C'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait 456 000 emplois aidés en 2016 et on vote un budget avec 280 000 emplois aidés. Mais c'est ça qu'il faut changer. Vous n'êtes pas en train de créer un fossé très très important entre les élus locaux et la République en marche jupitérienne à Paris. Je ne crois pas. Le président Macron a eu sa première élection, dont acte, il est président, première élection, suffrage universel, il est président, mais il n'est jamais passé par une mairie. Par une petite commune. Vous savez, je ne crois pas qu'on ait forcément eu besoin d'être maire pour percevoir l'importance des collectivités locales, nous dit des maires ce soir. et de ce tissu-là dans notre pays. Mais au contraire, nous ne nous coupons pas des collectivités territoriales parce que nous changeons de méthode. Je voudrais insister sur ce point-là. Oui, nous devons réaliser des économies. Certains avaient d'ailleurs des économies beaucoup plus importantes dans leur programme. Nous avons dit 13 milliards d'euros. C'est un peu moins que la part des collectivités locales dans la dépense nationale. Mais on veut le faire avec une méthode différente. C'est-à-dire qu'en disant, on a un pacte, on a 5 ans pour baisser. En 2018, on ne baissera probablement pas la DGF, justement pour enclencher une Jérôme Fourquet, méthode différente. Très vite, l'heure tourne. On plaçait ça aussi dans je pense, la question d'Yael Gauze, la perspective des élections sénatoriales qui auront lieu dans quelques semaines maintenant. Et on peut penser que ce type de mesure ou type d'annonce
sont pas de nature à inciter un certain nombre de grands électeurs, comme on les appelle, à voter pour les sénateurs En Marche. Jean-Pierre Muller, encore un mot. Oui, je ne m'inscris pas dans cette démarche-là. Moi, je pense que je voterai pour le candidat dans mon département, La République En Marche, au sénatorial. La difficulté que je soulève pour ce qui me concerne, naturellement, qu'on est pour la réforme, vous disiez, les dotations ne seront certainement pas baissées en 2018, mais à condition, comme l'a dit le président de la République, que des efforts soient faits, que des économies soient faites. J'ai tout à l'heure, on est dans le dur. Moi, dans ma commune, je ne peux plus faire d'économies. Et il est bien spécifié que s'il n'y a pas d'économies, en 2019, les dotations baisseront. Et Stanislas Guérini a acquiescé. C'est trop tard, il est trop tard. Pardonnez-moi, l'heure a tourné. Merci à vous, Stanislas Guérini, député de La République En Marche, Jérôme Fourquet de l'IFOP, Jean-Pierre Muller. On a bien compris votre message, maire de Magny-en-Vexin. Merci Yael Gauze. Tout est politique revient demain sur France Info. À demain. Merci à vous. Madame, Monsieur, bonsoir. Après le passage de notre zone orageuse, nous retrouvons un ciel demain matin très encombré sur la façade ouest du pays avec localement des orages sur le Cotentin et la Gironde. Et puis dans la